Aujourd'hui, on parle de la grande odalisque de Ingres. Ce tableau est... Non mais je vous rassure, hein, elle est beaucoup plus belle en vrai. Jean-Auguste Dominique Ingres est né en 1780 dans la jolie ville de Montauban et il est mort en 1867 à Paris et c'est l'élève du peintre Jacques-Louis David. Il remporte le prix de Rome en 1801 avec le tableau Les ambassadeurs d'Agamemnon. Vous vous souvenez du prix dont on a parlé dans le deuxième épisode? Sinon, cliquez juste ici. Et en 1806, il peut donc partir pour la ville éternelle qui sera pour lui une découverte extraordinaire, notamment dans l'apprentissage de l'art de Raphaël qui va le marquer tout au long de sa carrière. Raphaël, dont il découvrira le talent alors qu'il est encore très jeune, notamment dans une des copies de la Vierge à la chaise, et qu'il reprendra dans de nombreuses compositions comme le portrait de Monsieur Rivière, le portrait de Napoléon ou encore Raphaël et la Fornarina, la Fornarina étant une des figures les plus célèbres de l'art de Raphaël. À Rome, tous les élèves pensionnaires de l'académie étaient chargés d'envoyer des toiles à Paris afin de les soumettre à la critique et d'en évaluer les progrès. En général, 4 envois sont effectués. Ces envois sont assez codifiés et la plupart des élèves envoyaient alors des académies. Les académies, ce sont généralement des peintures de nus qui permettaient au professeur de juger l'élève sur sa capacité à respecter les proportions anatomiques. Ces nus sont généralement masculins puisque la décence de l'époque imposait que ce soit exclusivement les hommes qui posent nus. Mais bon, comme Ingres ne fait rien comme personne, son premier envoi sera un nu féminin conservé au musée Bonnat à Bayonne. Petite dédicace à tous nos spectateurs basques. Eh oui. Et il comportera déjà quasiment toutes les caractéristiques de la peinture de nu d'Ingres. Des caractéristiques qui sont une lumière égale sur tout le corps, sans clair-obscur, mais aussi de belles déformations anatomiques. On retrouve un sein sous le bras, un goitre, un dos trop long, un bras pas raccordé au corps et des oreilles bien trop éloignées du visage. Bref, tout à fait le genre de nana qu'on a envie de croiser dans la rue quoi. Mais aussi, on a une idéalisation du visage qui sera très caractéristique de l'art d'Ingres et le motif du turban qui sera retrouvé dans tous ces nus. Enfin bon, je sais pas si vous le sentez venir, hein, mais ce tableau va être un bel échec face à la critique. Et malheureusement, Ingres va devoir s'habituer à ça parce qu'il va en connaître d'autres. Un deuxième envoi sera réalisé et ce sera la baigneuse de Valpinçon qui elle aussi sera très critiquée, notamment dans ce pied qui sera dit bouffi par la chaleur du bain. Bref, on voit se dessiner toute une typologie de femmes qui vont porter un turban comme la Fornarina de Raphaël, mais aussi comme une orientale, thème qui sera primordial au 19e. Et tous ces éléments se retrouveront dans la grande odalisque. Mais au fait, c'est quoi une odalisque? Allez Romain, en position. Non je déconne, hein, on va pas vous infliger ça une seconde fois. Non, une odalisque c'est une courtisane ou une femme appartenant à un harem. Bon, pour la petite remise en contexte, la grande odalisque, c'est une commande de 1813 de Caroline Murat, qui est la sœur de Napoléon. Et aujourd'hui, ce tableau est conservé au musée du Louvre. Bon, Caroline, c'est une des premières mécènes d'Ingres, et elle lui achète en premier lieu la Dormeuse de Naples, qui est aujourd'hui perdue et qu'on connaît par une esquisse et un dessin. Elle souhaite alors un pendant à sa Dormeuse de Naples qui sera la grande odalisque réalisée en 1814, donc moins d'un an après sa commande, ce qui est un exploit quand on considère la lenteur d'exécution d'Ingres. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Allez, analyse! On voit donc ici une femme de dos qui tourne la tête pour regarder le spectateur. Elle est complètement dévêtue et porte seulement un turban sur la tête. Autour d'elle, on voit des tas d'objets qui font référence à l'Orient, comme un chasse-mouche, des soieries très précieuses ou encore un narguilé. Cet amour pour l'Orient, Ingres n'est pas le seul à le partager, car à l'époque, avec le développement de nouveaux moyens de transport, le voyage en Orient est une étape assez décisive dans la vie d'un peintre. Le plus grand exemple est Delacroix qui rapporte des peintures extraordinaires de scènes de combat de cavaliers ou encore des scènes d'intérieur avec des femmes. L'Orient et ses thèmes font donc rêver, mais à la différence de Delacroix, Ingres n'a jamais fait le voyage, donc pour lui cet Orient reste un Orient rêvé, un Orient tiré des contes des Mille et une nuits. Delacroix, lui, va rapporter des scènes plus véritables. On voit donc ici un univers rêvé, inventé, mais aussi confiné, car il coule sous les draperies luxueuses. Ces fonds bouchés en arrière-plan sont peut-être une résurgence de son maître David, qui n'aimait visiblement pas trop peindre les fenêtres dans ses tableaux. On a aussi une absence de profondeur et une lumière égale qui baigne tout le corps de la jeune femme. La moindre ombre est chassée
carré et le moindre défaut ou pli est quant à lui lissé. Donc, si on regarde la toile avec un œil un petit peu distrait, on voit ici une femme parfaite. Mais cette femme parfaite est peinte imparfaitement. On voit nettement des erreurs anatomiques très importantes. Les 2 vertèbres en trop de l'odalisque sont la déformation la plus célèbre, mais aussi la plus critiquée. Mais on peut voir un bras trop long, un pied qui ne ressemble pas à un pied, un sein sous le bras, et aussi un visage impossible, car complètement rond avec des oreilles bien trop éloignées du visage. Enfin, on retrouve une position impossible à reproduire sans se déboîter une hanche au préalable, comme Romain vous l'a parfaitement démontré. Ces distorsions anatomiques seront le moyen paradoxal pour Ingres de créer des figures encore plus belles car idéales et rêvées, et cela rend bien souvent sa peinture mystérieuse et en tout cas très étrange. Cette odalisque sera encore une fois en échec au salon pour Ingres. On dira qu'elle est sans vie, ni sang, ni os, ni relief. Une caricature le montre en figurant un modèle retrouvé gelé dans l'atelier d'Ingres, donc quelqu'un de mort et de rigide. Sa peinture présente aussi un côté archaïque et sans profondeur qui ne plaît pas du tout au 19e. Ce côté archaïque sera hérité des peintures du Nord dans lesquelles Ingres va puiser une grande inspiration. C'est dans le traitement très détaillé des draperies et des bijoux qu'on remarque cette influence, car les peintures nordiques ont un attrait très particulier pour rendre de façon précise et minutieuse les vêtements et les objets en général. On a donc affaire ici à une peinture très minutieuse, très lisse, héritée à la fois des nordiques du XVIIe, mais aussi de l'art de Raphaël, car ne l'oubliez pas, c'est quand même son poteau pour toujours. Alors dans tout ça, bien qu'Ingres se conforme au goût classique de l'Académie, il ne plaira pas de son temps, et c'est plutôt Delacroix qui nous apparaît comme plus moderne qu'Ingres aujourd'hui qui va remporter tous les suffrages, même au 19e siècle. Car il va peindre des sujets, comme je l'ai dit, d'actualité, mais avec une touche plus épaisse et aussi une palette plus chaude. Ingres, c'est un peintre qui aurait voulu avoir la carrière la plus classique qui soit, mais aussi la plus glorieuse au 19e, c'est-à-dire la carrière d'un peintre d'histoire. Mais malheureusement pour Ingres, je ne plaisante pas, hein, c'est vraiment son surnom, sa peinture d'histoire, donc la peinture issue de l'histoire ancienne ou contemporaine ou de contes et légendes, sa peinture d'histoire n'a pas du tout plu aux critiques et Ingres, qui voulait tellement réussir dans ce domaine, essuiera le plus souvent de grands échecs. Pour son plus grand malheur, Ingres excellera véritablement dans la peinture de portrait. Mais bon, dans la hiérarchie des genres, être peintre de portrait, c'est quand même vachement moins bien qu'être peintre d'histoire. Mais bon, de merveilleux portraits seront réalisés au textile et aux soieries très détaillées, hérités de la peinture du Nord, mais aussi aux expressions très marquées, comme avec Madame de Haussonville, Madame Rothschild ou encore le très célèbre Monsieur Bertin du Louvre. Ingres se consacrera pendant un certain temps à la peinture troubadour. Vous vous demandez ce que c'est, hein? Mais on va pas tout vous dire tout de suite. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une peinture héritée du XVIIe siècle, avec une touche très lisse et très minutieuse. Donc, pour récapituler, Ingres est un peintre qui a à peu près tout peint. De la peinture d'histoire, qu'elle soit religieuse, officielle ou issue de commandes privées, des portraits, des scènes troubadours, et aussi du nu. Ingres, c'est un peintre avec une touche lisse et minutieuse, des figures héritées de Raphaël, une fascination pour l'Orient rêvé, mais aussi cette très célèbre déformation anatomique. Et voilà, maintenant la grande odalisque n'a plus de secret pour vous. Voilà, ce 3e épisode est terminé, on espère que ça vous a plu. On se retrouve le mois prochain, je pense que vous vous en doutez, au XXe siècle. Merci à tous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, partagez la vidéo et abonnez-vous. Et n'oubliez pas qu'aller dans les musées, c'est exercer votre regard. Allez, salut! Salut!